Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver au cœur des Alpes pour vos nouvelles échappées belles. Je viens d'arriver ici, dans les Écrins, et je crois que j'ai rarement vu des paysages aussi beaux. C'est sans doute l'un des massifs les plus grandioses de France. Alors, ces Écrins, ils abritent un parc national qui compte pas moins de 150 sommets à plus de 3000 mètres d'altitude. Un véritable océan de montagnes où habitent des êtres qui vivent en lien avec cette nature tout de même un peu rude, mais spectaculaire. Eh bien, je vais partir à leur rencontre à ski, en raquette ou encore en stop pour découvrir ce qui les anime, comment on construit sa vie ici et surtout le bonheur qu'on retire à vivre dans un tel environnement. Alors, parez pour l'aventure, la vraie, c'est parti! Dans le massif des Écrins, Voilà, j'ai besoin de toute la panoplie du montagnard. Ça marche. la montagne est vraiment très belle. Je crois qu'il y a de moins en moins d'endroits silencieux dans le monde, donc pourvu que ça dure ici. Regarde ce rassemblement de chocards là. Regarde, il décolle là, regarde. Et inspirante. J'ai l'impression d'être dans la Reine des Neiges, mais en vrai. Et je vois que la montagne te rend lyrique, contemplatif, ça fait cet effet à tout le monde, rassure-toi. Des chemins de vie escarpés, J'ai toujours eu une vie de nomade jusqu'à ce que je découvre le pays des Écrins et j'ai enfin trouvé un coin où je me sentais bien pour poser mes valises. des hommes et des femmes déterminés, Paradoxalement, les compétences attendues pour être un bon alpiniste font beaucoup appel à la capacité à renoncer, à avoir une certaine modestie. Et c'est une posture plus facilement féminine que masculine. Nous sommes le groupe féminin de haute montagne. un engagement qui force l'admiration. Si on veut que demain il y ait encore des bouquetins, il faut absolument continuer à les protéger. C'est bien, on a besoin d'enfants dans les écoles, on a besoin de vie dans le village, on a besoin de bons produits. Je suis ravi de cette évolution. Derrière chaque rencontre, une histoire, J'ai voulu allier un peu mes origines et celles du chalet. Donc j'ai amené des huîtres et de la truite Mais attends, tu viens d'où? de Nantes. Ah ok. des émotions à partager. Pour pouvoir faire cette ascension, il va falloir que tu m'assures. Moi je suis expert dans cette activité, mais sans toi je ne pourrais pas faire cette ascension. Oh le chien, oui, le chien. C'est bien, on peut faire, ouais. Ah, c'est un cadeau de la vie d'être là, Damien. Et ouais, c'est un peu ce qui me rapproche de mes Pyrénées natales, c'est le côté sauvage de ces montagnes. Comparé aux Alpes du Nord qui sont un peu plus urbanisées et un peu plus équipées en infrastructure ici, c'est quand même vraiment sauvage, avec des vallées larges et des panoramas assez fous. Ouais. C'est pour ça que je suis venu habiter dans les Écrins il y a une dizaine d'années. Et voler ici, c'est exceptionnel. D'abord parce qu'on a des conditions vraiment exceptionnelles, les fameux 300 jours de soleil par an de Briançon, là. Donc ça, 300 jours de soleil par an. ouais, c'est la légende, mais ça veut dire que globalement, on a un climat méditerranéen très ensoleillé. Et donc, ça nous crée des conditions de vol particulièrement favorables. Comment il s'appelle ce lac? Alors, c'est le lac de Serponçon, qui a été construit dans les années 60 pour juguler les crues de la Durance et surtout pour produire de l'énergie. Ah oui, c'est un lac artificiel alors. Voilà, ouais. Ok. Et voilà. Le panorama sur le lac. Oh, quelle vue! Des mains. C'est dingue! Et derrière, on a les aiguilles de Chabrières et le parc des Écrins qui est juste là. Ah, voilà! Oui, parce que c'est un parc national aussi, les Écrins. C'est un parc national, ouais, au même titre que celui de la Maurienne ou que celui des Pyrénées, par exemple. Alors moi, j'ai lu, tu vois, avant de venir, je me suis un petit peu renseigné quand même, qu'il faisait 9 fois la taille de Paris. Ouais, ça m'étonne pas. Environ 9 fois la taille de Paris. Donc c'est quand même très très vaste. Ouais, c'est grand, ouais. En fait, je me rends pas compte à l'échelle de Paris, j'y vais pas souvent. Ah, pardon! Bah oui, bien sûr. Mais non, c'est un grand parc national parmi l'un des plus vastes de France. Donc là, tout ce qu'on voit, c'est le massif des Écrins. C'est ça. Tu vois la crête blanche, au fond, c'est la crête de la Coupa. Et ça, c'est le massif des Écrins. Mais autour de ça, on a beaucoup de sommets au-dessus de 3008, 3009, la Meige, le Pelvoux, les Ailes Froides. Et après, une quantité énorme de sommets au-dessus de 3000. Donc ça reste de la haute montagne où il fait bon se balader. Ouais.
Bon, bah qu'est-ce qu'on fait alors? On part d'où? Eh bien, on va partir juste en dessous là. Parce que D'accord. le décollage est plus propice et plus grand. On va pouvoir bien se lancer avec les skis. Et puis on va filer droit vers le lac, vers Savines. Et là-bas, on va se poser à côté du lac de Serponçon. Ok. T'es prêt? C'est un peu vertigineux, mais ça fait très envie. Ça va le faire. Ça fait très envie. Bon, en plus, je suis avec un super pilote quand même, hein, Ouais, à ce qui paraît. à ce qui paraît. Voilà le décollage. On aurait dû mettre le parapente sur le dos directement. Et là, on a un petit vent de face, tu vois, ça soulève le tissu. C'est tout bon. Tac, tac. Tac. Hop. C'est bon, c'est bon. Reste debout, reste debout, reste debout. Oh yeah. Ça va. Ça, c'est du décollage, hein. Yes. Wouhou. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Ouais, c'est chouette là. Ah, c'est fantastique. Ça bougeote un peu, hein? Ouais, ça bougeote un peu, mais c'est normal. Faut se concentrer sur le décor si tu veux oublier le stress. C'est tellement dingue de voir les skis en dessous de nous, tu sais. C'est vraiment irréel. Ah, que c'est beau. Ah. Comment tu t'es mis au parapente, toi, Damien? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Au début, c'était pour descendre des montagnes en volant, parce que je faisais de l'alpinisme. Et puis je me suis vite rendu compte que ce qui était bien aussi, c'était de rester en l'air et de passer par-dessus les montagnes. Ouais. J'ai un papa qui est guide de montagne, donc j'ai toujours baigné dans Ah ce milieu oui. montagnard. T'as quand même le virus depuis que t'es petit. Donc voilà, quoi. depuis tout petit, je fais de la montagne. Et puis le parapente, c'est venu un peu sur le tard. J'avais 22 ans, mais j'ai adoré tout de suite. Ouais, j'ai accroché et j'ai pensé plus qu'à ça très rapidement. Voilà, et là, tu vois que par rapport au sol, on va un peu plus vite. Ça veut dire qu'on est vent de dos. Oh là là. Ah ouais, Pas d'accord. plus que ça. Ah, faut s'habituer, hein. Le parc des Écrins est le plus grand parc national de France. En son cœur, il renferme un immense sanctuaire où la nature est préservée des activités humaines et où les animaux sont les rois. Les gardes du parc national organisent régulièrement des randonnées pour faire découvrir au public toutes les richesses de cet espace sauvage. Ce parc a été créé en 1973. Il fait quand même 90 000 hectares à peu près de zones cœur qui sont complètement protégées, où il y a une réglementation particulière. Grâce à des règles très strictes, le cœur du parc a été épargné par les projets immobiliers. Les seuls aménagements visibles sont les 750 km de sentiers qui offrent des randonnées inoubliables. Voilà. Le parc est perçu de façon assez variable par les gens. Pour certains, c'est carrément une contrainte. Et pour d'autres, c'est perçu comme un élément indispensable de la protection de la nature en France, quoi. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent spécifiquement dans cette région parce que c'est un parc national. Donc effectivement, ça a des retombées aussi sur le territoire touristique, mais aussi pour la biodiversité en général. En ces lieux, les visiteurs doivent se faire les plus discrets possibles, car certains comportements peuvent avoir des conséquences néfastes pour la faune sauvage. Il y a quelque chose qui est très important, c'est la notion de dérangement de la faune, surtout en hiver. Parce que ça devient la saison vraiment de tous les dangers pour les animaux, quoi. Et ils vont perdre 30 à voire même 40% de leur poids total, quoi. Donc si on dérange une fois une bête, ça nous semble pas énorme, nous, de le voir partir une fois. C'est même joli, hein, il part en courant dans la montagne, nickel. Mais pour lui, c'est un coût énergétique énorme. Donc on peut utiliser ce genre d'outils pour les observer plutôt que d'essayer de s'en approcher pour faire la photo du siècle, qui, si vous retournez sur Internet, vous verrez qu'elle a déjà été prise 150 000 fois. Vraiment, c'est une question de survie pour ces animaux. Les gardes du parc sont entièrement dévoués à la cause de l'écologie, car ils sont aux premières loges pour constater les effets du changement climatique. On dénombre près de 300 glaciers dans le massif des Écrins. Et plusieurs d'entre eux, comme le glacier blanc, sont placés sous surveillance depuis la création du parc. Chaque année, les gardes mesurent leur fonte inexorable. Julien Charon faisait partie de la dernière mission scientifique. C'est lui qui est chargé d'analyser les données obtenues.
Donc la courbe qu'on a en rouge, c'est les bilans de masse qu'on ajoute les uns aux autres depuis l'année 2000. Donc là, on est à moins de 14,79 m de hauteur d'eau, donc c'est vraiment énorme. Pour nous, c'est les conséquences des changements climatiques. On peut simplement, malheureusement, se contenter de les mesurer. Donc c'est vrai que nous, là, on a, entre guillemets, malheureusement, un super vecteur pour alerter les gens sur le réchauffement climatique et les inciter à faire tout ce qu'ils peuvent pour lutter contre ça, quoi. Aujourd'hui, Florence, ça va être un peu extrême là. On va essayer d'aller dans ce vallon là, le seul endroit un peu protégé du vent. Les gardes du parc ont chacun leur spécialité. Eric et Florence sont chargés de surveiller la faune sauvage, ce qu'ils font en toute saison et par tous les temps. Regarde ce rassemblement de chocards là. Regarde, il décolle là, regarde. Ça c'est trop génial. On va plutôt chercher les graines justement. Leur mission est de comprendre le comportement des animaux pour mieux les protéger. Le métier de garde-moniteur, garde des parcs nationaux, c'est vraiment d'être au plus proche du territoire, au plus proche de la faune. Et là, c'est intéressant puisqu'on est sur le massif des Cerces. C'est ici qu'ont été réintroduits les premiers bouquetins en France. Et c'était pile il y a 60 ans. Sous les premiers rochers, là, en bas, il y a un bouquetin, il est dans la pente. Il y a même une étagne derrière, une femelle. Victime de la chasse, le bouquetin des Alpes est une espèce qui a frôlé l'extinction. Depuis, il est devenu l'emblème du parc des Écrins car il symbolise la fragilité du monde animal. Tiens, là-bas il y en a un, non? Il doit être à quelques mètres. On estime leur population à seulement 300 individus et ils font l'objet de toutes les attentions. Ça y est, il est là. Maintenant, il nous a vus. On ne bouge plus. Voilà. Il joue un peu à cache-cache avec nous, mais il est important pour nous de le regarder, de le voir de près. Comme ça nous permet d'avoir une bonne idée sur la situation sanitaire de ces animaux. Là, il broute, on ne le dérange pas, mais il ne faut pas s'approcher davantage. C'est un mâle qui a plus de 15 ans, manifestement. Il a l'air en forme. Il est vieux, simplement. C'est un émerveillement parce que moi je me dis à chaque fois que je vois des bouquetins, je me dis on a failli ne jamais connaître ça, ne jamais connaître cette espèce. Si on veut que demain il y ait encore des bouquetins, il faut absolument continuer à les protéger. Dans une France de plus en plus urbanisée, le parc national est une enclave précieuse où il est encore possible d'admirer la nature à l'état brut. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. C'est pas trop dur de déneiger, il y a du travail là, hein? Bah ouais, il y en a, ouais. Qu'est-ce qu'il faut là? C'est clair. Je dois aller à la Grave, mais je sais pas trop comment y aller avec le temps qu'il fait là. Eh ben moi, je peux vous emmener parce que je vais à Grenoble. Mais alors faudrait me filer un coup de main, comme ça ira plus vite. Bah d'accord. Ah, c'est du sport, hein? Elle est ensevelie sous la neige, votre voiture. Ouais, il y a pire, hein. Des fois, je me trompe de voiture. Ah ouais, carrément. Le chien, il s'éclate. Ouais. Et alors?
Bon, je vais sortir la voiture là, ça va aller. Ouais. Ouais. Bravo! Allez, c'est parti! Clémentine? Ismaël, ça va? Salut! Enchanté? Pareil. T'as fait bonne route malgré la neige? Ah ouais, c'est pas facile de se déplacer ici, hein, Ça mais grimpe. ça vaut le coup. Quel Oui, bah panorama alors là, extraordinaire! C'est dans un village typique du pays de l'Oisan, hein, face à la Meije, montagne mythique du coin, qui a un haut sommet, 3984 mètres. Et toi alors, t'es la fille du coin, c'est ça? Oui, on peut le dire. Enfin, j'ai un de mes ancêtres, Pierre Gaspard, dit Gaspard de la Meije, qui a gravi cette montagne en premier. Ah ok! J'ai un petit temps. Et ouais, quand même, t'as une histoire de famille qui est très liée à l'alpinisme d'ici. Tout à fait, ouais. J'ai grandi ici, dans ces montagnes, donc je suis très attachée à ce pays. Mais je suis très impressionné par les glaciers qui entourent toutes les roches. Là, on comprend mieux le côté écrin, quoi. L'écrin, Oui, c'est haute la montagne. roche. Et puis le diamant, c'est le glacier. C'est un peu ça, non? Oui, c'est vrai. Je vois que la montagne te rend lyrique, contemplative. Ça fait cet effet à tout le monde, rassure-toi. Ah, mais c'est absolument féerique ici. C'est un peu hors du temps hein, ici, hein. Le temps s'arrête. Alors tu vois, en plus, ce qui est top, les jours de neige, moi, ça me rappelle des bons souvenirs d'enfance. Parce que s'il neigeait trop, on avait beaucoup de chance que le bus scolaire puisse pas passer. Donc on priait toujours pour que dès qu'il y ait 2 flocons, il tombe des mètres de neige. Ah oui, le soir, tu devais regarder la météo en croisant les doigts, comme ça. Ouais, c'est sûr. Puis aller skier au lieu d'aller à l'école, c'est le rêve de tout enfant, quoi. Tu m'étonnes. Mais il est vraiment magnifique ce village, je trouve, avec les vieilles pierres, la neige. Et cette église là. Alors cette église aussi, elle est splendide, hein. Elle date du XIe siècle. C'est de l'art roman. C'est typique de nos régions. Ça, c'est une architecture romane. Et effectivement, on n'en trouve pas partout. C'est les clochers de l'Oisan. Et le cimetière est aussi particulier à la Grave, puisqu'on trouve cette forme de tombe donc en triangle pour la Sainte Trinité et le rond pour l'unicité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les petits cœurs en laiton aussi, une particularité de ce cimetière. C'est étonnant ça. Par contre, nous, on va se transformer en bonhomme de neige là. Ah je bah crois. ça va, on n'est pas en sucre. Non, ça va, ça va. Bonjour. 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 Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il Alors- faut que je m'équipe. J'ai rien du tout, moi, pour aller en montagne. Donc voilà, j'ai besoin de toute la panoplie du montagnard. Ça marche. Donc ski de rando, raquettes et DVA pelle sonde. DVA pelle sonde, c'est quoi ça? Alors DVA, c'est détecteur de victimes en avalanche. Et une sympa. fois que tu as retrouvé la personne, bon, on essaye de pas se mettre sous les avalanches, hein, on essaye de Ça pas serait avoir à mieux. s'en servir. Hein. Bon, bah je peux ouvrir un magasin de sport maintenant. Ça y est, t'es équipé. Merci beaucoup, bonne journée à Bonne toi. journée, merci. Bonne journée, profitez bien. Quand tu regardes autour de toi, là, tu vois qu'il n'y a pas de téléski, de télésiège. Enfin, c'est vraiment la montagne brute, quoi. Oui, puis on est aux portes du Parc national des Écrins, donc ça préserve une certaine continuité, une certaine homogénéité. Et ça a été une volonté hein, des habitants de préserver ce domaine de façon assez sauvage. On va monter à quelle altitude, là? Alors là, on monte à 2400 mètres. Tu verras, dès qu'on est sur le domaine haute montagne, ben, c'est de l'alpinisme, donc c'est monter avec ses jambes, avec des techniques. C'est quelque chose d'assez pur et de pas aidé par la technologie, quoi. L'esprit, il n'a pas changé depuis le début de l'alpinisme, presque. Ah oui.
Voilà, c'est tout, il en faut pas plus. Là, faut bien t'aider de tes bâtons. Ça va? Ouais, là, ça va. c'est déjà plus simple, tu vas voir. Plante bien la pointe avant, t'as des crampons. Voilà. Oh Bon là. bah salut hein. Ah, ça a ses avantages, le téléphérique. Wow. Je pensais pas que ça pouvait être aussi extrême les raquettes. Ah bah là, je t'emmène dans des beaux coins, attends. Ça se mérite. Bonheur. Oh, comme c'est bon. Mais on est vraiment seul au monde là. Hein. Ah bah là, on est C'est dingue. pas dérangé par les voisins. Hein. Et tu vois le col qu'on voit là au bas de la Meije, Ouais. et bah juste derrière, c'est la vallée de Saint-Christophe-en-Noisans et la Bérarde, et c'est la vallée d'où je viens. Donc toi, tu as grandi dans un univers comme celui-ci de très haute montagne alors. Comme ma maman était gardienne de refuge à 2700 mètres d'altitude en pleine montagne, c'est vrai que j'ai grandi au pied des montagnes, au cœur des montagnes en tout cas. Mais c'est vrai que moi personnellement, là, tu vois, depuis tout à l'heure, je regarde la Meije et j'ai envie de grimper dessus, quoi. Je saurais pas bien expliquer pourquoi, mais ça m'attire, ça m'appelle. Ah oui, c'est très attirant. Ça aimante complètement. C'est le mot. Au pied de l'imposant massif de la Meije, le village de La Grave semble bien fragile. Mais depuis le XIe siècle, il reste fermement accroché à la montagne et ses 500 habitants ne ménagent pas leurs efforts pour le maintenir en vie. Pour pouvoir habiter ici à l'année, il faut souvent créer sa propre activité. C'est ce qu'a fait Valérie en se lançant dans le maraîchage et l'élevage de poules pondeuses. Mon mari, lui, il est donc menuisier, guide de haute montagne. C'est bien la polyvalence. En plus, ce qui est bien de vivre ici, c'est d'être rythmé avec les saisons. Et puis pour les boulots, c'est pareil, c'est très agréable de varier. Mais moi, j'aime bien la ici, c'est tout doux. Pour les enfants, ils vivent beaucoup dehors. Donc c'est une vie qui est saine. En plus, ils sont obligés de travailler. C'est bien d'apprendre à se bouger, à travailler, à donner un coup de main. Ça fait partie de la vie. Puis moi, où je suis vraiment ravie, c'est qu'on est beaucoup ensemble. Je partage beaucoup de moments avec mes enfants. C'est un vrai luxe. Une fois par semaine, Valérie va vendre ses œufs sur le tout petit marché de La Grave, qui sert aussi de lieu de rencontre pour les habitants. Ça va? Oui, et toi? Ouais. T'es un employé aujourd'hui? Ouais. Et salut, ça va? On a beaucoup de gens qui s'installent, qui ont des bébés, et ils ont envie que leur village vive. Il y a une crèche qui est ouverte. Il y a le groupe scolaire qui est ouvert cette année. Et en fait, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en route, qui facilitent vraiment la vie. Le quotidien s'est amélioré, mais il n'y a pas si longtemps, les habitants vivaient encore en autarcie et enduraient des conditions difficiles. Roland est l'ancien maire du village. Sa famille y est présente depuis 5 générations et il est considéré comme la mémoire des lieux. On est ici dans ce qui s'appelait l'Oisin-Chauve pour son absence de bois, qui était la ressource pour se chauffer, mais aussi pour construire. Il y avait la pierre naturelle, le granit, cette pierre bleue, là, plutôt dure à tailler, une vraie pierre de la Meije, entre autres. Et voilà. Avec tout ça, nos ancêtres ont construit des lieux de vie plutôt habilement. La vie était difficile ici. Roland est toujours très impliqué dans la vie de La Grave. Ancien éleveur, désormais retraité,
il a choisi de vendre son exploitation à un couple de jeunes et les a accompagnés dans leur installation. Oh la maison, bonjour. Bonjour Roland. Bonjour Céline, bonjour Thomas. Alors ces chèvres vont bien? Regarde ça, si elles sont bien. C'est la jeunesse qui porte la vie, hein, c'est comme ça. Chevrette d'aujourd'hui sont les chèvres de demain. C'est un bon mix, c'est une belle pyramide. Ah, oui, il faut un peu de tout. C'est bien, on a besoin d'enfants dans les écoles, on a besoin de vie dans le village, on a besoin de bons produits. Et bien rien que ça, c'est une réussite pour moi. Voilà, je suis ravi de cette évolution. On a choisi le projet agricole pour rester à la Grave. On est vraiment super heureux d'avoir pu faire ça chez nous et que nos enfants grandissent ici surtout, c'est ça le plus important. Et on aurait fait peut-être des chèvres ailleurs, mais en tout cas, là maintenant, on partira plus, c'est sûr. On est trop contents d'être là et d'y vivre l'année, et c'est trop bien. Allez, bonsoir à tous. Ciao. L'arrivée de jeunes dans le village a radicalement changé l'ambiance, en apportant parfois une touche d'excentricité aux longues soirées d'hiver. Avec une paire de souliers, avec sa limousine rose bonbon, allez, on y va, elle emporte à sous. Sergio est un père de famille qui ne passe pas inaperçu. D'un petit air futé. Bon, vous êtes prêts les enfants, on y va? Il est artiste de rue et c'est lui qui organise les plus grosses fêtes du village. Il faut savoir quand même qu'à la Grave, pendant presque un mois, on n'a pas de soleil. Voilà, on marche à l'ombre et on arrive très bien à vivre avec. Donc on a quand même beaucoup de soleil dans notre cœur, donc on arrive à réchauffer un peu le corps, les esprits et l'âme. Ici, on s'est marré comme jamais. Les gens ne croient pas ça, il n'y a pas qu'au bain-douche où on fait la fête. Allez, on y va, au concert. Allez hop. La Grave a séduit toute une population de jeunes freeriders, les pratiquants de ski hors piste. Ils ont rajeuni la moyenne d'âge du village et répondent présents dès qu'une fête est organisée. 3 bières. Hop là, c'est parti. 12 $, 10 C2, 12. Ok. On fait des soirées. Là, c'est la première de la saison. On y passe un agréable moment. C'est sympa, on retrouve plein de gens sympas. Mais là, il y en a tout au long de la saison régulièrement parce qu'il y a beaucoup de gens sympas à la Grave. Des gens qui arrivent de partout. Beaucoup de skieurs venus pour les vacances tombent sous le charme de la Grave et décident de s'y installer pour de bon. C'est ainsi que ce petit village résiste encore et toujours à l'exode rural. Elle est absolument grandiose cette route encore. Ici, où qu'on aille, de toute façon, on s'en met plein la vue. Bah là, en plus, avec les nuages, il y a une ambiance un peu mystique des montagnes qui se découvrent. C'est vrai que ça prend aux tripes. Ouais, puis avec le précipice là juste à côté, Ah, ça grimpe, hein. on la sent bien la montagne. Hein. Je vais pas te faire un main dans les virages. Non, pas cette fois. Quand tu vis ici, au quotidien, tu dois faire en fonction de l'enneigement. Enfin, t'es pas totalement libre de tes mouvements finalement. Ah bah souvent, je fais le parallèle de la montagne avec un peu la vie sur bateau. C'est qu'il faut savoir se débrouiller, être un peu autonome des fois. Il y a 5-6 ans, il y avait 2 anciens qui vivaient à la Bérarde et eux, ils passaient l'hiver en autonomie. Donc sans voiture, sans rien, coupé du monde, il n'y a pas de route qui allait quand la route a de la neige, ce qui est le cas l'hiver. Oui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui alors? On va d'abord aller à Saint-Christophe-en-Noisans. Je vais te montrer un peu ce magnifique village bien isolé qui est important pour moi puisque j'ai toute ma famille qui est originaire de cette vallée. On va rejoindre mon oncle Gérard qui est guide de haute montagne et ensuite on t'emmènera faire du ski de randonnée. Alors quand on dit
Saint-Christophe-en-Noisant, il y a un bar qui est mythique. C'est la Cordée, qui est un peu le lieu de rendez-vous de tous les alpinistes. Ça pouvait pas s'appeler autrement. Hein. Ah bah non, la Cordée, on s'encorde même au bar, nous. Et coucou. Ça fait longtemps. Ça va et toi? Ouais. Bien. Bonjour madame. Attends madame. La bise. Ouais, super. Bonjour. La bise, la main? Non, la main. La main? Ok. Ismaël, enchanté. Enchanté Ismaël. Et du coup, là, tu as mon oncle Gérard qui est un guide d'ici et Marie-Claude qui a tenu la Cordée ici pendant 30 ans. C'est un bar mythique, la Cordée, pour les gens de la vallée? C'est un peu comme Paris, il y a la Tour Eiffel. Bah dans le Vénéant, il y a la Cordée, quoi. Et ce village, toi, tu l'as vu changer, Marie-Claude, ou Peu. il a gardé son âme? Il a gardé son âme quand même, oui. On vient pas par hasard ici et ça se mérite quand même. Mais c'est vrai que quand on n'est pas d'ici, on a vraiment l'impression qu'on est dans la très haute montagne. Hein. Enfin, moi, c'est la sensation que ça me donne. Bah, les écrins, Oui, c'est très vaste. Il y a des vallées partout. Il y a des immensités d'espace à explorer. La Bérarde, c'est là où on va aller tout à l'heure, c'est au bout de la route. C'était au même titre que Chamonix, qui est plus connu maintenant, mais une capitale de l'alpinisme en France, où de nombreux illustres alpinistes sont venus se former. Bon, bah allez, moi, je suis motivé, là. J'ai envie de chausser les skis et tout. Eh ben écoute, t'as tout le matériel, tout? C'est tout bon. Ah, c'est tout collé. On y va à deux. Allez, vas-y. Et voilà. Tu l'as fait glisser sur le ski en prenant appui à certains endroits pour la plaquer, hein, en essayant à ce que ta peau recouvre tout le ski, tu vois. Là, voilà. Super. Et donc cette peau de phoque, on la met pour pouvoir monter, Voilà. c'est ça? Hein, c'est ce qui va nous permettre à la montée d'avoir une retenue dans la neige. Hein, le poil va agripper un petit peu sur l'épaisseur de la neige et va nous éviter de reculer. Ouais, du Super. premier coup. Voilà. Là. Écarte bien tes bâtons, voilà. Transfère le poids, super. Ah oui, d'accord. Moi, c'est pas encore ça. C'est qui le papa, Gérard? Eh bien. Regarde là, Ismaël, il y a un chamois qui nous surveille. Ah oui, il est juste là. Il est encore Il est à plus quoi, à l'aise que nous. 100 mètres de nous? Ouais, même pas. pas. Ici, c'est très sauvage, très préservé, donc on voit souvent beaucoup de chamois. C'est un autre monde, en fait. C'est calme, hein. On est bien. Et donc là-bas, c'est le glacier Carré de la Meige. Et donc l'arête qu'on voit, c'est l'arête ouest de la Meige. Le sommet de la Meige est caché par l'arête de rocher qui est devant nous. Et la grave étant derrière cette arête de rocher. Et ça doit vous faire quelque chose à tous les deux de marcher sur la trace de votre aïeul, de celui qui a gravi tout ça pour la première fois? Ah, de Pierre Gaspard? Ouais, on est un peu fiers de faire partie de cette histoire. Là, on arrive dans le parc national, c'est ça? Tout à fait, ouais. Tu vas voir, Ça c'est y est. encore plus protégé qu'ailleurs. On est au cœur du parc, le poumon de la nature. Ah, je comprends ce qui vous pousse tous les deux à venir ici depuis que vous êtes gamin. Ben, nous, on a grandi là, donc ça nous paraît un peu normal. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on amène des nouvelles personnes comme toi, on redécouvre ces endroits et ce calme. Et je crois qu'il y a de moins en moins d'endroits silencieux dans le monde. Donc pourvu que ça dure ici. Ouais. Et ce qu'on voit là-bas, l'accumulation de neige, c'est un glacier sur la roche, c'est ça? Voilà, c'est le débord du glacier blanc. Et là, la hauteur de glace, là, il y a 80 mètres de glace, quoi. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Mais on est dans la grandeur de la nature ici, c'est des instants très rares. Ah Enfin, bah... vous avez l'habitude de venir là, mais tu vois, pour un novice comme moi, c'est
Non, mais même avec l'habitude, tu t'aperçois quand le truc que t'es tout petit, quoi. Ouais. T'es toujours émerveillé. Toujours, faut se remettre à l'échelle. Eh ben tiens, on suit la première de cordée. Allez. On inverse. L'exemple de Clémentine est assez rare. Car les femmes sont encore peu nombreuses à prendre la tête des expéditions. En haute montagne, les clichés ont la vie dure. L'alpinisme est associé à la virilité et les guides sont très majoritairement des hommes. Mais les mentalités sont peut-être en train d'évoluer. Salut les filles. T'as vu la météo? C'est comme d'hab. Ça va? Juste corde, on avait ce qu'il fallait. Moi aussi j'ai la mienne. Ok. Piolet, chaussures. J'ai tout pris. Ok, c'est bon. Moi c'est Zoé. Faustine. Marie. Lara. Et moi c'est Marion. Nous sommes le groupe féminin de haute montagne. Le GFHM, c'était un groupe de 8 femmes. On a été sélectionnés il y a exactement 1 an. Et l'idée, c'est que pendant plusieurs week-ends de formation, on soit formé à tous les sports de montagne, c'est-à-dire escalade, ski de randonnée, alpinisme, casquette de glace. Et le but, en fait, c'est qu'on soit après capable d'encadrer des groupes au sein de la fédération des clubs de montagne. Le GFHM est une initiative du Club alpin français pour inciter les femmes à prendre la tête des expéditions plutôt que de rester en retrait derrière les hommes. On a 1 heure pour monter? Ouais, à peu près. Une cascade, et puis après on rejoint Sable là-haut, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les participantes pratiquent l'alpinisme en amateur et cette formation sur 2 ans doit les aguerrir et leur donner confiance en elles. Je suis pas contre pratiquer la montagne avec des garçons, loin de là. J'ai beaucoup appris avec les garçons. Mais c'est vrai que des fois, peut-être on se sent moins légitime. On se dit que si on galère, les gars, ils passeront toujours devant. Et là, être entre filles, il y a ce côté où on sait que on peut peut-être compter un peu que sur soi, quoi. Mais je pense qu'on a peut-être moins de complexes d'infériorité, on a peut-être moins du mal à s'imposer. Et puis de toute façon, souvent, on a toute peur, hein, donc il y a bien un moment où on doit prendre la décision de passer devant et ça, sortir de sa zone de confort et se dire que finalement, si c'est pas l'autre qui passe, c'est nous et vice-versa. Donc c'est beaucoup d'entraide. Ah, ça y est. Comment ça va? Sébastien est l'un des 3 formateurs qui encadrent le groupe. Et de toute manière, Et il va leur enseigner la technique de l'escalade sur cascade de glace. on reste quand même assez vigilant. C'est un site où dès qu'on n'est pas en train de grimper, on a des talus raides assez chargés. Au niveau de l'approche, il va falloir quand même faire gaffe. Mais bon, je pense que ça devrait être pas mal. À l'heure actuelle, seulement 2% des guides de haute montagne sont des femmes. Je suis vachée. Tu peux y aller, je te tiens sec. Allez, fais-toi plaisir. Même si ces participantes n'ont pas pour ambition de devenir des professionnels, l'objectif du GFHM est de bousculer un peu ce monopole masculin. Bien, Lara. Historiquement, c'est une activité qui a plutôt été portée essentiellement par des hommes. Et paradoxalement, les compétences attendues pour être un bon alpiniste font beaucoup appel à la capacité à renoncer, à avoir une certaine modestie. Et c'est une posture plus facilement féminine que masculine. Marion, elle a une puissance de frappe hors du commun. On a 2 guides hommes et ce sont vraiment des gens hyper compétents, hyper sympas. Et en fait, ils nous font vraiment pas de cadeaux. En fait, qu'on soit des hommes ou des filles, on porte nos affaires, on n'a pas le temps de manger, on se lève tôt, ils sont parfois un peu rudes. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Donc non, vraiment, ils nous apportent énormément. Depuis sa création, le GFHM a formé une 40aine de femmes alpinistes. Des filles qui veulent partir à l'assaut des clichés et se tailler une place de choix dans l'univers de la haute montagne.
Alban. Salut. Tiens, Ismaël. Ça va? Ça va, enchanté. J'ai failli tomber. Oui, ça va bien, enchanté aussi. Ouais. Eh ben, je comprends pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici. Ah bah, moi, quand j'ouvre les rideaux le matin, c'est ça. Je vais pas trop me plaindre. ça va. Bon, moi je suis pas venu te voir par hasard, hein, parce que quand on lit un peu les guides, t'es un peu vu comme la personne qui fait l'excellence ici, je dirais, dans la gastronomie, l'hôtellerie. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi j'irais pas visiter une des stations quand même importantes du coin? Certes. J'ai vu que des tout petits villages jusqu'à présent, et j'ai rencontré une dame qui s'appelle Marie-Claude, dans un bar qui s'appelle La Cordée. C'était génial cet Fabuleux, endroit. oui, c'est un des vieux établissements. Ils sont là depuis 1907. Tu connais? C'est des gens que tu connais? Oui, bien sûr. On se connaît tous, les vieux établissements ici. Nous, on est là depuis 640 ans, 1879. Donc deux vieilles familles, deux vieux établissements en tout cas, qui sont là depuis plus d'une centaine d'années. Voilà. D'accord. Les deux Alpes de ton enfance, c'est plus forcément les deux Alpes d'aujourd'hui, non? Effectivement, elle s'est étoffée cette station depuis les années, fin des années 40, début 50, quand elle a commencé à sortir de terre. Ça a évolué, on est passé de petits alpages avec des micro-fermes à une ville à la montagne pratiquement. Et j'imagine qu'une station comme ça, c'est super important, non, pour les gens d'ici? Enfin, ça apporte du travail, de l'activité. Ah oui, surtout que Loisan, à la base, le cheptel n'était pas énorme. Pas des gros troupeaux, Pas des gros troupeaux, pas beaucoup de bois, pas, du coup moins de fromage, moins de choses qui permettaient de faire du commerce et des choses comme ça. Donc quand les sports d'hiver se sont démocratisés, vraiment il y a eu cette embellie économique. Bonjour, bonjour. 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 Oh, qu'est-ce que ça sent bon chez vous? Bien fait à goûter. Il y a une odeur de sucre et de chocolat. Quand il fait bien froid, là, venir chercher des chocolats ici. Et il y a la spécialité dont on parle tout le temps. C'est les lauses de Loisan, voilà. Il y a deux parfums. Un à la myrtille et l'autre à la framboise. À l'intérieur, tu as une pâte de noisette, un praliné noisette, et ça, c'est recouvert, enrobé d'une meringue. Alors tout ça, c'est fait à la fourchette, c'est pas fait à la machine. Pourquoi on appelle ça la lauze? La lauze, parce que ça ressemble à ce qu'on met sur les toits. Ah d'accord, c'est les tuiles qu'on trouve sur les toits des maisons ici. Eh ben je goûterais bien les lauzes, moi en tout cas, hein. Ça fait envie. Hein. Framboise ou myrtille? J'ai envie de te dire les deux, mais... Les deux. Ça c'est à... Goûte déjà la framboise. Framboise? Oui. On va faire une petite myrtille. Toi, tu préfères la myrtille? Alors. Ouais, moi j'adore la myrtille. Délicieux. Alors tu sens ce petit côté croustillant, la framboise, et après la pâte de noisette qui vient derrière. La langue qui vient juste faire fondre le côté meringue sur le dessus. Alors moi j'adore, je fonds. Bon, et ben, on va en prendre quelques-unes alors. Voilà. Bah, je vous fais une petite boîte. 1 kilo de chaque, ce sera bien pas de problème. Je fais des petites boîtes. « 250 €, s'il te plaît. » Ah oui, c'est ça, 250 € le kilo. Mais non, je vous l'offre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ah, c'est bien de se promener avec Alban dans les deux Alpes. On a plein de cadeaux. Quand Alban passe, on rentre partout gratuitement. Passez une bonne fin de journée. Merci à vous. Merci de votre passage. Ça tombe dru là. Ah ouais, là c'est la tempête, hein. Ah ouais là. Mais on est bientôt arrivé. Au chaud. Ça y est. Et voilà, c'est chez moi, on est arrivé. Bon bah bienvenue hein. Ah bah merci. À la maison. Ah bah on est bien là, il fait chaud. Ouais. Enfin. Ah, ça fait du bien. Ma femme Angélique. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Ismaël. Salut Angélique, enchanté. Soyez le bienvenu au chalet. Qu'est-ce qu'on est bien là, c'est tellement cosy chez vous. Bah, la neige dehors, la chaleur à l'intérieur. Et oui, puis la petite décoration de montagne, on s'y croirait. Hein. Comme chez les vrais. C'est super. Et alors vous vous êtes rencontrés où tous les deux? Pour la petite histoire, j'étais cliente moi ici. Et bon, comme vous pouvez le voir, il y a des petits cœurs un peu partout dans le chalet. Donc voilà, finalement, on a fini... Le chalet de l'amour. Exactement. C'est beau ça, hein. C'est beau. J'ai de la chance, ouais, ça c'est sûr. C'est clair. Mais Ismaël, on va en cuisine, le chef nous attend avec la chef pâtissière, elle nous a concocté un petit quelque chose, donc on va en profiter pour aller les voir tout de suite. Ah, super, moi je suis venu là pour ça, hein, découvrir la gastronomie, l'excellence. Merci. Merci. À tout à l'heure Angélique. À tout à l'heure. Ah, c'est mignon.
Les salons, ouais, les salons du bar. Très chaleureux. Ouais. Et voilà, là on arrive dans la salle de restaurant principale avec le portrait de ma grand-mère qui a eu la médaille du mérite touristique dans les années 60. Salut Tanguy. Salut. Ismaël. Bonjour Tanguy. Enchanté. Tu viens voir un peu ce que vous nous concoctez. J'ai voulu allier un peu mes origines et celles du chalet. Donc j'ai amené des huîtres et de la truite ensemble pour un mix, une fusion. Raconter encore l'histoire du chalet et j'ai fait un petit bouillon au sapin et un petit sabayon à la chartreuse. Mais attends, tu viens d'où? De Nantes. Ah ok, donc je comprends, les huîtres, c'est le côté atlantique, et la truite, c'est ici. C'est vrai qu'en venant ici, on a plutôt l'image de la cuisine de grand-mère, qui est géniale hein, d'ailleurs, ouais, voilà. mais c'est très original de voir ça. Il y a des choses à dépoussiérer un petit peu. Ça, c'est des plats souvent costauds pour des fins de journée de ski. Ah, je vois pas du tout de quoi tu parles, tu vois. Genre pommes de terre, fromage, charcuterie, c'est ça? Ah, il y a un petit peu de ça. Il n'y a pas que ça. C'est beaucoup plus large que ça. Chef, on va vous laisser travailler et puis on va déguster au salon par la suite. Avec plaisir. Allez. À tout de suite. Salut Tanguy. Au revoir. Encore un petit clin d'œil au chef. Ouais. Avec la vallée de la Loire, un chinon. Robert, j'imagine que de voir ton fils reprendre le flambeau après toi, ça doit te faire plaisir, non? On ne peut être plus fier. Ça a commencé tout petit, quoi. Petite ferme auberge. Il n'y avait pas de route, pas du tout. Et il n'y avait pas de télécabine aussi. Il n'y avait pas de télécabine non plus. Ah, bah voilà. Merci chef. Que merci c'est beau. Émilie. Ah, le dessert aussi. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci chef. Bon bah à la vôtre, messieurs. Oui, tchin hein. Avec modération, hein. Oui, promis. Bon, normalement, ça se coupe tout seul. La cuisson est superbe. On a vraiment le côté terre-mer dont vous nous avez parlé. Ah oui. Alpes-Bretagne. C'est ça. Vas-y, prends tout. Hein. Ah, je peux le faire, hein, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on a dans le dessert, là? Alors, dans le dessert, c'est une petite tartelette au noir avec du caramel. On retrouve le chocolat blanc, une petite quenelle de noix aussi, sous forme de crème montée, et le sorbet myrtille. Ça envoie. Hein. Et Robert, ça ressemblait à quoi ici, alors, quand tu étais petit? Ça a beaucoup changé? Ben voilà, moi, ce que j'ai connu, c'était ça. Ça, c'est le chalet dans les années 50? Chalet dans les années 50. Et donc, je suis né ici, la chambre qui était au-dessus de la cuisine. Et ma mère m'a dit que comme j'étais né ici à l'hôtel, donc c'est moi qui aurais l'hôtel. Ah, t'étais prédestiné à ça, en fait. Fais voir, je peux la voir, la photo, parce qu'elle est étonnante, quand même. Il nous reste l'arche de l'entrée. Puis l'épaisseur des murs. L'épaisseur des murs. Et puis cette fenêtre encore, qui donne sur la réception aujourd'hui. Bah écoute, en tout cas, moi, je voulais vous remercier d'avoir partagé tous ces moments avec moi, puis de m'avoir ouvert les portes de votre petit univers à vous, parce que quand on voit ces grandes stations, elles ont parfois l'air un peu impersonnelles, et c'est touchant de découvrir qu'il y a des histoires humaines, des liens père-fils, qui en fait ont façonné aussi ces montagnes à leur manière. Donc ça met des visages en fait derrière les grands noms des stations, je trouve. Et puis par contre, moi je te valide le dessert sur la carte. Hein. Le plat aussi, je peux leur dire. C'est parfait. C'est tu bon. peux y aller. C'est bon, valide, super, ils vont être contents. Ok, merci. Cinq mois par an, de décembre à avril, le ski devient l'activité principale dans la région. Et les stations de sport d'hiver voient déferler des milliers de touristes. Mais avant le démarrage de la saison, il faut préparer l'ouverture du domaine skiable. À Serre-Chevalier, le jour vient à peine de se lever, mais c'est déjà l'effervescence. C'est le premier jour de la saison et les employés doivent monter toute la marchandise destinée au restaurant d'altitude. Serge est habitué à ce remue-ménage car il entame sa 22e saison. C'est chargé parce qu'on est 4 restaurants et il faut qu'on arrive ensemble. Là, on a un quart d'heure pour charger tout.
Ça, c'est tout le personnel de tous les restaurants qui sont sur le plateau. Donc, on essaye qu'ils soient de bonne humeur. Travailler dans une station de ski s'apparente à une course de fond. Tout est minuté, car la station n'est ouverte que 7 heures par jour. Allez, on y va! Alors tout doit être en place avant l'arrivée des premiers clients. Ça, c'est notre restaurant self-service. Donc, le matin, il n'y a rien. Et à 11h30, il est en état de marche et il y aura du monde, j'espère, beaucoup de monde. On est à un point stratégique et il y a 6-7 000 personnes par jour qui passent devant. Mais avant l'ouverture au public, il faut aussi inspecter et sécuriser l'ensemble des pistes. C'est le travail quotidien des pisteurs secouristes. C'est super de pouvoir attaquer une belle saison avec des conditions pareilles, de la neige, du soleil. Donc je vous souhaite à tous une belle saison. On se revoit tout à l'heure pour faire un point après les ouvertures. Avec 410 hectares de domaines skiables, Serre-Chevalier est la plus grosse station des Alpes du Sud. Elle culmine à 2800 mètres et offre une vue imprenable sur le massif des Écrins. Ouais, je vais sur Briançon. Ouais, bah après je te rappelle, tu commences à continuer là-bas. Ouais. Les pisteurs sont les rares privilégiés à pouvoir profiter du domaine avant l'ouverture au public. On peut skier comme on veut, là. C'est que du bonheur. Surtout une journée comme ça, le soleil, les premières neiges, en plus une neige de super qualité. Donc là, c'est vraiment le plaisir du matin en fait. Tous les matins, il faut qu'on remette en place la signalisation parce que dans la nuit, les machines de damage donc, passent sur les pistes. Et donc pour ne pas les gêner, il faut qu'on enlève toutes les banderoles, les filets qui peuvent les gêner, etc. quoi. Ça représente quand même pas mal de travail. Salut, ça va? Et là, ça commence à arriver, on est un peu en retard pour l'ouverture des pistes. Donc on va accélérer un peu la cadence. L'heure de l'ouverture a enfin sonné. Et les premiers skieurs peuvent s'en donner à cœur joie après 7 mois d'attente. Les stations de ski sont les poumons économiques de toute la région. La plupart d'entre elles sont exploitées par la Compagnie des Alpes, un groupe privé qui embauche près de 500 personnes pour faire tourner Serre-Chevalier. Allez-y. Allez-y, allez-y. Une station de ski, c'est quand on voit l'envers du décor, c'est impressionnant à voir tout ce qu'il faut. Déjà, le nombre de métiers qu'il y a besoin. Il y a besoin de mécaniciens, d'électriciens, de pisteurs, de niveauculteurs. Voilà. Et du coup, il y a vraiment une grosse machine qui se met en place. Comme Martin, ils sont une trentaine à travailler toute l'année à la maintenance des remontées mécaniques. Les stations sont les principales pourvoyeuses d'emplois de la région. Le Briançonnais, sans les stations de ski qui sont Serre-Chevalier évidemment et celles aux alentours, il n'y aurait plus autant d'activités économiques parce que l'activité qui dope, on va dire que ce soit le BTP, même les petits artisans, les plombiers, tout ça, ils marchent beaucoup avec le résidence secondaire ou tout ce qui est construction neuve et la majorité est fait sur les endroits touristiques. Avec de la neige fraîche et une météo idéale, la saison a démarré en beauté. Monsieur, bonjour. C'est les deux blanquettes. Ouais, il y en a encore. Et à l'heure du repas, il y a foule dans le restaurant de Serge. Ah, aujourd'hui, c'est blanquette de veau. Tout est maison, même les légumes. Et elle est cuite depuis 3 jours. On arrive. Serre-Chevalier, c'est une station très sportive, mais en même temps familiale. C'est ce que j'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup d'enfants qui viennent, que j'ai vu grandir. Bonjour madame. Pour ma femme et moi, c'est formidable. Ça va? Bien.
Dès le premier jour, le rythme est intense et ne devrait pas faiblir jusqu'à la fin de la saison. Pendant 5 mois, c'est ici, en haut des sommets, que va se dérouler l'essentiel de l'activité. Jusqu'à l'arrivée du printemps et de la fonte des neiges. Salut Rémi! Salut! Ah, c'est impressionnant de te voir avec ta meute là. Oui, bah, je viens de te dire bonjour. On se croirait dans le Grand Nord canadien là. Ah, il y a une petite ambiance, oui. Et moi j'ai un peu peur des chiens pour rien te cacher, donc ça va? Tu vas voir, ils sont très sociables, il n'y a pas de souci. Salut tout le monde! Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Je peux les caresser comme ça? Je t'en prie. Sans problème. Les chiens, en règle générale, ce qui est bien, ils veulent te renifler, tu vois, pour faire connaissance. Ouais. Ce qu'on évite, c'est tout ce qui va être les câlins. Nous, les humains, on adore pour être gentils, affectueux, faire des gros câlins, mais le tête contre tête, comme ça, c'est une dominance. Donc en gros, ce qu'il faut pas faire, c'est ce que tu es en train de faire. C'est ça, mais moi, comme c'est moi le patron, il n'y a pas trop de soucis. Cette dominance peut même être affective. J'imagine toujours que le chien de traîneau, c'est à l'autre bout du monde. Et en fait, non. Ici, c'est un bon spot pour ça? Alors ici, c'est un bon spot, c'est un peu particulier. Les premiers mushers en France sont très à l'aise, comme tu peux. Jack. Les premiers mushers, ils sont arrivés sur les hauts plateaux en fait en France. Jura, Vercors, parce que si on retrouvait un petit peu comme dans le Grand Nord, la Laponie, des grands plats. Ici, on est sur un territoire alpin, mais c'est beaucoup plus ludique parce qu'on a beaucoup de dénivelé. On monte, on descend, donc c'est un peu plus technique. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? C'est un rêve d'enfant à la base. Hein. Quand j'étais enfant, je voulais devenir musher, comme on peut vouloir devenir pompier ou astronaute. Et je suis arrivé en 2013 là dans la vallée. D'accord, parce que t'es pas originaire des Écrins? Non, moi j'ai grandi près de Lyon. Je vais te montrer un petit peu le traîneau, comment c'est fait, et puis je vais te donner une leçon pour apprendre à piloter ton propre traîneau. Ah, c'est génial. L'idée, c'est d'avoir une conduite qui est souple pour que ça reste agréable pour les chiens. Ok. Ce qui est le plus important pour toi, ça sera le poste de pilotage. Comme tu as les bras écartés, il sera plus équilibré que si tu as les mains centrées. Entre tes pieds, tu as les systèmes de freinage. Donc si tu appuies dessus, ça freine. Si tu appuies fort, tu peux l'enfoncer. Si tu appuies très fort, tu peux l'enfoncer. Ah ouais, carrément. Si tu enlèves ton pied, le frein il a beau rester bloqué, mais là ça freine pas. Toujours quand je fais mon speech, il y a la chorale. Allez les garçons. Ok, c'est bon les chiens. Chut, ça va, Cahouette. Juste avant de commencer, je vais te mettre un petit casque. Ah ouais. On est bon les oreilles? Ouais, les oreilles ça va, le style je suis moins sûr mais... T'es très beau. Merci. Tundra. Petite louloute. Wakamol. La petite Cahouette, la râleuse. Westers. Viens là, garçon. Tu vas penser que tes chiens de tête restent toujours devant moi, d'accord? Ouais. Ok. Viens la louloute. Bah j'ai un peu l'adrénaline qui monte quand même. Hein. Lâche pas le guidon. Pardon. Pour moi, c'est bon? Allez, chat. Freine, stop. Ok. Prochaine étape, directement la chute. Je vais prendre ta place. Prends ton temps, c'est bien. Allez, chute. Parfait. On va rentrer à la base, je prends mon traîneau et on est parti pour une randonnée. Gauche. Un coup de coude. Oh là là. Beau ça. Allez, Smud. Haha, c'est magique. Ok, c'est bien les pépères. Boche. Ils peuvent passer là-dedans dans la poudreuse? Ouais, elle est très froide, très légère, il n'y a pas trop de soucis. Ah, moi je m'enfonce par contre. Ok, mets bien tes pieds sur les patins, bien en avant. Voilà. Oh, de Dieu. Salut. Ça se passe bien? Super.
Allez, allez, allez. Oh. Allez, chat. Ok, tu vas prendre ton temps, il a un petit peu casse-gueule le prochain virage. Oh, oh la fille. Ossia. Valeur. Prends ton temps, le frein. Très bien. Nickel. Oh, baptême du feu. Ça y est, t'es tout blanc. Ok. Oh lourd, ça coince. Ils se régalent les chiens là. Ouais, ils adorent se gratter dans la neige quand on fait les pauses. Merci mon grand. Un petit café. Ah, écoute, avec grand plaisir. Hop là. Ah, il va faire du bien celui-là. Je sais pas, quelle température il fait là, à ton avis? À vue de nez? Ouais. Moins 7. Moins 7? Eh ben, c'est fou, avec l'effort sur le traîneau, on le sent pas du tout quoi. Et c'est pas le meilleur café du monde là? Franchement. C'est sûr, un café chaud, dans ces conditions. Tu te verrais retourner vivre en ville aujourd'hui? Je connais un peu la réponse. Mais... non, je suis un peu perdu en ville. T'as trouvé ton petit paradis dans ces écrins quoi. C'est ça. À la tienne Rémi. Santé. C'était cool hein tout ça? Ben ouais, puis tu t'en es sorti comme un chef. Ah tu trouves? Ouais. Bon bah moi je vais devoir retourner dans mes grands immeubles, mais je te cache pas que je serais bien resté ici quand même. T'es le bienvenu si tu veux revenir. Ok, et ben c'est bien noté parce que c'est pas si loin et je reviendrai avec grand plaisir, vraiment. Super. Vraiment. Dans les villages de montagne, la solidarité est une valeur aussi solide que la roche. Le sens de l'accueil et l'hospitalité sont profondément ancrés dans le pays des écrins, ce qui favorise l'installation de nouveaux arrivants venus des 4 coins du monde. J'ai toujours eu une vie de nomade. J'ai grandi aux États-Unis jusqu'à l'âge de 10 ans. Et quand j'ai découvert l'escalade, j'avais la bougeotte. Donc je suis allé aux 4 coins du monde à chercher des parois à grimper. Alaska, Patagonie, Himalaya, un peu partout. Jusqu'à ce que je découvre le pays des écrins et j'ai enfin trouvé un coin où je me sentais bien pour poser mes valises. Ça va? Ah ouais, plaisir. Te voir. Ouais, ça fait un bail. C'est d'abord la réputation des écrins dans le monde de l'escalade qui a attiré Jérôme. Allez, c'est parti. Et il a trouvé ici un terrain de jeu à la hauteur de ses attentes. Mais plus encore que la montagne, c'est l'accueil des habitants qui l'a définitivement convaincu de s'installer ici. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé un endroit où il y avait de l'échange, où il y avait de la culture. Ma théorie, c'est que c'est dû aussi à la géographie, parce que c'est une vallée qui est très ouverte. Il y a un côté qui donne sur l'Italie, et c'est aussi un croisement de plein de vallées. Et donc ça permet le brassage, ça permet qu'il y ait des gens d'ailleurs qui viennent aussi. Et c'est une vallée qui s'ouvre sur le reste du monde, et pas une vallée qui est refermée sur elle-même. Malgré un climat rude et des hivers parfois très longs, il existe ici une forte chaleur humaine qui bénéficie à tout le monde, peu importe les origines. Joseph est arrivé du Vietnam et il a choisi de s'installer dans la ville de Gap. Je suis venu en France en étant étudiant et envoyé par l'évêque du diocèse de Saigon au Vietnam. Donc en 2005, je suis arrivé à Gap. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de cette belle région. Joseph a vécu une première vie comme séminariste. Et il s'est notamment illustré dans la musique avec le groupe Les Prêtres, qui fut disque de platine il y a 10 ans. Désormais revenu à la vie civile, il a ouvert un restaurant et a fondé une famille. Mon épouse Jade, mon fils David, 7 ans et demi, et Sophie, 4 ans et demi. Alors on va à l'endroit où il y a les jeux. Oui. Qui veut manger de la neige? Qui veut manger de la neige? Comme n'importe quelle autre famille, ils profitent de la vie au grand air et se sont intégrés à la vie locale. Fort.
Les gens nous ont très bien accueillis et nous aident avec beaucoup de gentillesse. Les gens dans les Hautes-Alpes, ils ont le cœur sur la main. Donc, quand ils aiment, ils le disent. Quand ils n'aiment pas, ils le disent aussi. Et donc, c'est ça la qualité humaine. Mais il faut un peu plus fort là. Oh non! Allez, hop là! Ça suffit! Comme ça, tu vas au Vietnam plus vite. Non! Cette hospitalité montagnarde, la France entière a pu en prendre toute la mesure avec l'arrivée des migrants. La ville de Briançon est souvent le premier point de passage pour les réfugiés d'Afrique subsaharienne. Ils arrivent en France depuis l'Italie en coupant à pied à travers la montagne. Ayman et Ahmed sont arrivés du Soudan il y a 3 ans. Ils n'avaient pas prévu de rester à Briançon, mais la solidarité des habitants les a fait changer d'avis. On dit qu'on est arrivé, il y a les gens bienvenus, ils sont ouverts leur corps, discuter avec eux, on nous propose plein de choses, des activités. Le meilleur moment de ma vie, c'était ici à Briançon. Au Soudan, tu sais, il fait chaud. Du coup, on ne pense pas qu'il y a de neige comme ça. Quand on l'a trouvé, du coup, on touche et c'est magique quand même. Briançon est une ville exemplaire dans l'accueil des migrants. Ici, les habitants se sont immédiatement mobilisés pour leur venir en aide. Bonsoir. Ouvert 24 heures sur 24, le refuge solidaire accueille ceux qui viennent d'arriver et qui ont besoin d'un toit et de repas chauds. Il est tenu par des bénévoles. On est une ville de montagne, donc on sait que la vie y est dure ici et que les gens qui passent ici, ils ont besoin qu'on les accueille. Et dès qu'on a su que des migrants arrivaient, il y a un groupe qui s'est créé et l'accueil s'est fait spontanément. Grâce aux nombreux bénévoles et aux associations, Ayman et Ahmed ont réussi leur intégration. Ils ont obtenu leur statut de réfugiés et ont rapidement trouvé un employeur dans le secteur de la construction. Ce matin, c'était béton brochet qui était prévu. Ouais. Et on a un tour aussi cet après-midi. D'accord. L'arrivée des migrants, c'était une chance et une opportunité parce que nous, on cherchait du personnel pour se développer. Alors, on va dire l'occasion a fait le larron. Après, moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui sont arrivés ici, on se doit de les intégrer. Les entreprises ont un rôle social et c'est à nous de le faire et on le fait volontiers. Quand ils nous parlent de leur expérience, de leur parcours et tout, c'est sûr que toi, avec tes petits problèmes, après, tu te dis qu'en fait, ça fait relativiser. Et ouais, c'est agréable de bosser avec eux. Moi, je suis vraiment content. Le pays des écrins est réputé pour la beauté de ses paysages. Mais la beauté réside aussi en chacun de ses habitants qui accueillent les étrangers dans un bel élan spontané et sincère. Salut Thomas. Salut Ismaël. Ça va Bien, ouais, avec ce beau temps. Bah oui, disons, c'est combien de jours de soleil par an déjà, 300, les Hautes-Alpes? 300 Ah garantis, oui, ouais. je vois ça, ouais. Bah, Eh ben, je t'apporte le beau temps, comme tu le vois. Super. Bravo. Mais c'est magnifique, Briançon sous la neige comme ça, dis donc. C'est une belle chute en plus. Bon, je pouvais pas visiter les écrins sans m'arrêter ici, c'est un peu la ville emblématique, Briançon. Oui, c'est un peu le centre historique des Hautes-Alpes. Hein. C'est la ville la plus proche du massif des écrins. On est la ville la plus haute de France. Je te fais visiter? Bah écoute, ouais, ça marche. Allez, allons-y. Et alors, qu'est-ce que tu fais de beau, toi, ici? Moi, je suis artisan coutelier. Donc, j'ai mon atelier à Fressinière, là où je t'emmènerai tout à l'heure, à quelques kilomètres d'ici, là. Porte de Pignerol. Là, on voit qu'on est dans une ville médiévale. Hein. On rentre avec une porte comme ça. Avec la herse. Donc là, on est dans la grande rue, surnommée la Grande Gargouille.
Voilà, ça c'est le quotidien des gargouillards, des commerçants, des habitants. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Ça va, c'est pas trop dur? Ouais. Bon courage, hein. C'est original ce petit canal au milieu de la rue, là. Bah, ça c'est la gargouille. Et c'est un canal, bah là on met la neige dedans, mais ça sert pas à ça à l'origine, ça sert à éventuellement éteindre un incendie, parce qu'il y en a eu 2 très gros au Moyen-Âge qui ont bien ravagé la ville, je crois 80% de la ville est partie en fumée. Ah oui, quand même. Donc ils ont décidé de mettre de l'eau en permanence. Voilà. Alors là on a une fontaine qui est en rapport aux histoires d'incendie, de gargouilles. Ça c'est une fontaine, c'est la fontaine des soupirs. La fontaine des soupirs? Ouais, la fontaine des soupirs. Alors ils l'ont appelée comme ça, il y a plusieurs légendes, mais la principale, c'est que François Ier aurait attendu son fils qui était parti à la chasse devant cette fontaine, et paraît-il qu'il soupirait. Il soupirait à attendre son fils, et donc cette fontaine s'appelle la fontaine des soupirs. D'accord. Ah, ça y est, ça se lève. Là, il fait beau, là. Le temps a vite changé. Le paysage est magique dès que c'est découvert. Hein. Ouais. Donc là-bas, on est sur le chemin de ronde. Là, juste là, c'est les remparts qui dominent la ville basse de Briançon. Donc c'est par là que passaient ceux qui gardaient la ville il y a 300 ou 400 ans. Voilà, avec des petites guérites, là, où il pouvait y avoir un tireur. Après toi. Ah oui, c'est efficace pour protéger la ville. On a une vue sur toute la vallée, là. Ah, ils voyaient arriver de loin. Ah, le paysage est fantastique, là. Là, c'est beau. Hein. Et on va aller un petit peu plus par là-bas. On va bien voir, il y a un créneau, là. Ah oui, parce qu'avec toute la neige, on voit rien. On perd 60 cm, là. Ah bah voilà, on est pas mal, là. Une belle vue, là. Donc cette montagne, là, qui apparaît, là, à travers les nuages, le sommet, c'est le Mélézin. Donc tu vois, de là, on voit vraiment l'héritage de Vauban, toutes les fortifications, les remparts. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on se promène en France, dans beaucoup de villes, on entend parler de Vauban, on voit ses forteresses, c'est quand même une espèce de génie militaire, quoi. Ah oui, c'était l'architecte militaire de Louis XIV. Et il est venu ici vraiment pour améliorer les défenses de la ville et des alentours, parce que la ville était attaquée régulièrement par le duc de Savoie, voisin. Et voilà, il fallait repousser les attaques récurrentes de ce duc. Voilà, c'est du Vauban, ça tient bon. Donc il commence à neiger bien fort ici. Hein. Ouais. Voilà, c'est un hiver qui s'annonce bien rude déjà. Hein, parce qu'il a attaqué fort et ça continue fort. Tiens, regarde, on va s'arrêter là. Il y a un petit bosquet de mélèze. Tac. Ah. Alors, c'est lequel ce mélèze? Alors, ça c'est un mélèze. Le tronc, voilà, avec cette grosse écorce. Voilà. Mais ça ressemble quand même furieusement à un sapin. Hein. Ouais, mais non, quand tu connais, pour moi ça ressemble pas. Puis, tu vois, il n'y a plus d'épines. Un sapin, il va garder ses épines. Hein, sous le sapin, il va quasi pas y avoir de neige parce qu'il va garder la neige. Le mélèze, voilà, il n'y a pas d'épines, donc il ne retient pas beaucoup la neige. Et donc de ça, on coupe ça, et moi je fais ça. D'accord. Voilà. Ah bah je suis content de voir tes couteaux. Ouais. Je peux l'ouvrir? Bien sûr. Si tu y arrives avec les gants, je vais l'enlever. Voilà, tu tires. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Un couteau à friction en mélèze. Ça c'est du très vieux mélèze, très très sec. Très joli, hein. Vraiment très joli. Et puis comme c'est un bois imputrescible, le couteau il va durer longtemps. Quoi. Ça veut dire quoi imputrescible? Ça veut dire qu'il pourrit pas. Ça veut dire que c'est des couteaux pour la vie alors? Voire même après. Ah oui, ce morceau de mélèze là, je pense qu'il a au moins 100 ans déjà. Ah ouais, quand même. Et il va durer encore au moins 100 ans, je pense. D'accord.
D'accord. Bon bah là je vois que la nuit commence à tomber. Je vais aller te faire visiter mon atelier là. Ok. Surtout qu'il neige après, on va plus rien y voir. Je t'ai bien fermé le couteau. Merci bien. Allez, on y va. On y va. C'est vrai que passer la nuit ici, ça fait pas très envie. Hein. Non, hein. Un peu frais. Donc bah là, on arrive chez moi, à mon atelier. Voilà. Tac. Allez, on va se mettre à l'abri. Sympa la petite cabane là. Ouais. C'est du mélèze? Tout en mélèze. Ah bah voilà. Ah bah ouais, obligé. Tac, porte en mélèze. Voilà, entre. Donc voilà l'atelier. Ah, c'est chaleureux ici. Ouais, c'est là que tu fais les couteaux alors? Ouais, voilà. Je suis sur une série de gargouillards. Je vais te montrer tout ça. Je vais mettre mon tablier. Alors on attaque? Ouais, donc là je suis sur une série de gargouillards. Gargouillard, c'est en hommage aux gens qui vivent dans la vieille ville de Briançon que tu m'as montré ce matin, Ouais, c'est ça? les gens qui vivent dans la gargouille, on les appelle les gargouillards. Et comme ce couteau, il est né dans la gargouille, il est fabriqué dans la gargouille, je l'ai appelé le gargouillard. Et alors comment ça se passe pour le construire? Parce que je vois que tu as tes petits manches ici, c'est ça? Voilà, les petits morceaux de bois, ça c'est les ébauches de manches, ce qu'on appelle des carrelets. J'ai mon calibre, enfin mon dessin de mon gargouillard, voilà. Ça c'est un petit patron. Ah, voilà. fais voir. Voilà. Ah ouais, mais après, putain. chaque pièce est unique, donc ça c'est à peu près. Et puis après, moi je me cale vraiment sur la lame que j'ai découpée. Là, je vais vraiment ajuster pour qu'il ait une ligne harmonieuse. Donc tu prends ce petit patron, voilà. Tu le fais correspondre aux manches. Voilà, tu le dessines. Voilà, je le dessine. Et après, il va falloir donc tailler le manche en un morceau de mélèze. Voilà. Donc le principe, c'est de se mettre à plat et d'enlever de la matière. Voilà. Et on s'approche au plus près du trait. On est pas mal là, on est pas mal du tout. Bon bah là, on a déjà une ébauche de manche. C'est vrai, je l'ai pas trop massacré? Non, c'est bien. Donc après, je pars d'acier brut comme ça. D'accord. Alors, verdict? Ça, c'est une lame quasi finie. En tout cas, bravo, tu as créé ici un savoir-faire complètement nouveau, en fait. C'est vraiment ta petite empreinte sur cette région. Ouais, c'est ma petite entreprise. Et t'as des enfants, Thomas? Ouais, j'en ai deux. J'ai une fille de 10 ans et un garçon de 5 ans. Ah, donc ce sont des vrais petits enfants des écrins, quoi. Ouais, c'est des hauts alpins, ils sont nés à Briançon. Bon bah écoute, si je repasse dans 20 ou 30 ans, peut-être que ce sera ton fils ou ta fille autant. Qui sera aux machines alors. Ben ouais, peut-être. Bon bah merci de m'avoir montré tout ça. Merci à toi et puis de ta visite. Magnifique, magnifique merci. couteau. Merci. Le massif des Écrins attire les amoureux de grands espaces qui répondent à l'appel des cimes en s'aventurant dans ces paysages fascinants. Mais en hiver, la montagne doit être abordée avec prudence, car le danger plane sur ces sommets enneigés. Le risque principal est celui des avalanches, qui provoquent chaque année des dizaines d'accidents. Les équipes cynophiles de la police s'entraînent régulièrement pour faire face à ce type de situation. Car le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme, surtout lorsqu'il s'agit de retrouver des victimes ensevelies. Vas-y. Ok. On a fait tomber un peu des blocs de partout là, pour que ça ait vraiment l'air d'une avalanche. Et en même temps, on a brassé un petit peu le terrain, nous, à pied, de manière à ce que le chien, ça ne l'amène pas directement vers la victime, quoi. Comme ça, il a une vraie recharge. Tu restes. À la haute saison, avec la fréquentation touristique, les avalanches se font plus nombreuses et plus meurtrières. Les secours doivent intervenir au plus vite, car une fois ensevelie, une victime a peu de chances de survivre au-delà de 20 minutes.
Ouais, il a de la difficulté à trouver. Il sent que c'est par là. Et là, il est en train de tourner autour pour affiner. En fait, il sent qu'il y a l'odeur qui sort. Là, il enlève un peu de neige. Donc là, il a trouvé la victime. Ah oui! Oh le chien, oui! Oh oui, le chien! C'est bien, mon pépère! Ouais! C'est bien, mon grand! Ouais, mon tawa! Ouais! Donc lui, c'est un chien qui a 18 mois, qui a été breveté déjà l'hiver passé et qui fera son premier hiver cette année-là. Qui a remplacé un chien malinois qui a 10 ans maintenant et qui est parti à une retraite bien méritée. Donne. Ouais, c'est bien! Ouais, c'est bien. La montagne, elle revêt énormément de risques naturellement. Alors c'est sûr qu'il y a des années plus ou moins avalancheuses et quand c'est des années très avalancheuses, il faut qu'on soit prêt parce qu'il y a des jours où il peut y en avoir 4 ou 5, voire une dizaine par jour. Ça reste un des risques les plus importants de la période hivernale, quoi. Ça c'est sûr. Mais en hiver, la montagne peut réserver aux secouristes un large panel d'interventions. Et certaines d'entre elles nécessitent des moyens importants. L'exercice du jour va se dérouler dans une station de ski et mobiliser l'hélicoptère de la gendarmerie de Briançon. On va simuler une panne de télésiège. C'est un exercice qu'on est amené à faire dans la réalité, notamment dans les endroits particulièrement raides où l'extraction terrestre pose un problème particulier. Des secouristes ont pris place à bord d'un télésiège pour jouer les victimes. L'opération va consister à les évacuer par hélitreuillage. Ok, la porte, c'est bon pour la vitesse, tu peux y aller. J'ouvre la porte. Ok. Cet exercice requiert une grande précision. Et chaque geste répond à un protocole rigoureux. Et je le mets en tension, il est accroché, il est dehors. Ok. Allez, 5 mètres sous patin, en avant 30. Ok, 30. En avant 10. 10, ok. 20 mètres sous patin. 5, 4, 3, 2, 1. Tape en avant. Ok, top, on est PMD, on est bon. Il est en train de s'accrocher. Okay. Au cours d'un exercice de téléporter le plus délicat et que l'hélicoptère travaille toujours à proximité des câbles de téléphérique ou de télésiège, le deuxième facteur qui peut être, ça va être le stress des gens qu'on va évacuer, qui peuvent d'un coup se sentir stressés parce qu'on va les mettre dans le vide afin de les évacuer à bord de l'hélicoptère. C'est la répétition qui permet de s'améliorer et de faire les secours le plus rapidement possible en fait, pour être le plus performant possible le moment venu. Fin d'exercice pour nous, on rentre sur la DZ. En moyenne, les secouristes de Briançon interviennent 600 fois chaque année avec l'hélicoptère, contribuant ainsi à rendre la montagne un peu plus sûre. Salut Paul! Salut Ismaël! Ça va? Eh ben nickel, et toi? Ben ça va super, je suis vraiment content de te rencontrer. Et écoute, super temps aujourd'hui parce que ça n'a pas été tout le temps comme ça depuis que je suis là. Hein. Bah, on a pris de la neige à Toc depuis une semaine là, c'est formidable quoi. Alors moi je t'ai appelé parce que j'ai envie d'essayer la cascade de glace, mais j'ai vu que tu étais aussi guide de haute montagne, vous devez faire plein de choses différentes aujourd'hui les guides de haute montagne, non? L'historique du métier de guide, c'est emmener les gens sur des sommets de montagne, des touristes qui viennent dans nos villages et qui ont une idée précise d'aller faire une ascension. Seulement depuis une bonne vingtaine d'années, on essaie de pratiquer la montagne toute l'année. Et du coup, on a été obligé de diversifier notre offre. Est-ce que tu as déjà grimpé un petit peu? Une fois ou deux, mais enfin bon, je suis vraiment au niveau moins que débutant, tu vois. D'accord, d'accord. Bah, écoute, ici, il y a un site qui est vraiment adapté
pour une initiation tranquille. Ok, bon bah j'ai hâte de voir ça. Allez, on y va? Allez, on y va. J'ai l'impression d'être dans la Reine des Neiges, mais en vrai. C'est ça. En fait, c'est un petit peu de la spéléologie à ciel ouvert, tu vois. C'est les mêmes formations que l'eau forme sous terre en millions d'années, que là, en une nuit de froid, on peut arriver à avoir ce type de formation. Ouais, les stalactites, les stalagmites. Les méduses, les choux-fleurs. Oui, c'est ça, t'imagines plein d'animaux quand tu regardes. Ça, ouais. Tu vois, on va escalader cette partie-là, là, à gauche, là. D'accord. Et la cascade, elle fait combien de mètres, Paul? 25 mètres. Ok, bon. Pour pouvoir faire cette ascension, il va falloir que tu m'assures. Moi, je suis expert dans cette activité, mais sans toi, je ne pourrais pas faire cette ascension. Voilà. À tout de suite, Ismaël. Hop. Oh, t'es très rapide, hein? Voilà. Je te donne un peu de mou. Ouais, c'est parfait. Hop là. Ismaël, ouais. Je suis arrivé. Ok. Tu défais le mousqueton qui est relié à ton baudrier. Ok. Voilà, c'est bon. Donc t'as vu, Ismaël? Je t'ai préparé la voie. Ok, bon ben... à la revoyure, hein. Allez, c'est parti, Ismaël. Ouais, ok. Allez, fort avec tes pieds, voilà. Pense bien que tes talons doivent descendre, ouais. C'est bien là, Ismaël, voilà. Eh, c'est pas facile, hein. Et non, c'est pas facile. Oui, en tout cas, sur l'ancrage, tu es super, là. Oui, très très bien. Ouh. Ok. Voilà, ouais, c'est bon. Eh bien, c'est ici, dans ces glaces féeriques, mais un peu rudes quand même, que se terminent mes échappées belles dans les écrins. Dans ce massif, je me suis senti en symbiose, dans une connexion extraordinaire avec la nature. J'ai été touché au plus profond de mon cœur par ces sommets, mais aussi par le peuple de montagnards qui vit ici. Ce sont des gens ouverts, humbles dans le partage. Alors on pense souvent qu'il faut aller rencontrer des gens du bout du monde pour ressentir cela. Eh bien la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vivre cette expérience humaine ici dans les écrins, à quelques heures seulement de chez vous. Si les montagnes vous manquent, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles dans les écrins. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et très vite pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt! Allez, bravo Ismaël, t'es Merci, presque en haut, je suis là. motivé pour la fin là. Ouais.